Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes 2 cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori, qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog, montessori-apprendreautrement.com et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Pour cet épisode, j'ai accueilli Serge Boimard, un psychopédagogue avec de nombreuses années d'expérience. Il a été instituteur en classe spécialisée très jeune et a passé sa vie à accompagner des enfants et des ados en échec scolaire. Sa démarche est d'entraîner tous les élèves vers le plaisir d'apprendre et tous les enseignants vers le plaisir d'enseigner. Il est l'auteur de 4 livres, L'enfant et la peur d'apprendre, Ses enfants empêchés de penser, La peur d'enseigner et Retrouver l'envie d'apprendre. Donc dans cet épisode, il décrit les enfants qui ne réussissent pas à l'école. Pour lui, un enfant empêché de penser n'a pas les compétences psychiques pour supporter les contraintes de l'apprentissage. Je le cite, « Nous ne réduirons pas l'échec scolaire sans traiter l'empêchement de penser ». Je laisse place à ma conversation avec Serge Boimard. Bonjour Serge. Bonjour à vous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, Ces enfants empêchés de penser, L'enfant et la peur d'apprendre, La peur d'enseigner. Parlez-nous un petit peu de votre carrière et de votre engagement dans l'éducation. Écoutez, moi j'ai commencé en étant instituteur. J'ai commencé à être très jeune instituteur spécialisé. J'avais juste 22 ans. Et puis, depuis cette époque, j'arrête pas de rencontrer sur le plan professionnel des enfants et des adolescents, parce que je travaille toujours avec les deux, qui sont réfractaires au savoir que leur propose l'école. Vous voyez, ce sont des enfants normalement intelligents, qui n'ont pas de problème d'intelligence, pas de problème neurologique avec des soucis de mémoire ou d'encodage des lettres. Non, non, ce sont des enfants normalement intelligents qui vont à l'école souvent à la fin des années du collège, qui n'arrivent pas à avoir le brevet des collèges. Vous voyez, ils sont environ 15 à 20% dans cette situation. Donc, je n'ai jamais manqué de travail. J'ai été à la fois donc instituteur spécialisé avec des enfants qui avaient des troubles du comportement au départ. C'est comme ça que je suis entré dans le métier. Ensuite, j'ai une consultation de psychologue. Aujourd'hui, je vous réponds de ce cabinet dans lequel je travaille déjà depuis presque 40 ans ici. Et je reçois depuis ces débuts professionnels de psychologue, je reçois encore des enfants et des adolescents qui sont réticents à ce qui leur est proposé à l'école. On peut les présenter comme ça. Donc, voilà ce qui a été ma spécialité. Et entre autres, j'ai été pendant une vingtaine d'années directeur du centre Claude Bernard, qui est un centre psychopédagogique et une aide aux étudiants qui rencontrent des difficultés aussi dans leur scolarité universitaire. Voilà en gros. Et puis à l'heure actuelle, là normalement j'ai terminé ma carrière, mais actuellement je soutiens des équipes pédagogiques dans les collèges, dans les écoles, que ce soit à Aubervilliers, à Saint-Denis, à Champigny, qui essayent de trouver des réponses pour gérer ces classes où se trouvent quelquefois, même très souvent,
ces enfants que je connais bien et qui posent des gros problèmes à leurs professeurs. Donc voilà ce que je fais depuis au moins une douzaine d'années. Je le fais en banlieue parisienne et puis jusqu'avant le confinement, je le faisais aussi à Genève. Maintenant, il y a une parenthèse. Voilà. D'accord. Et je serais curieuse de savoir, quand vous avez commencé à être psychothérapeute, est-ce que vous aviez continué à être enseignant spécialisé? Déjà, je ne suis pas Ah, psychothérapeute. pardon. C'est-à-dire que, non, vous excusez pas, hein, il y a pire comme bêtise. Non, je suis psychopédagogue, c'est-à-dire je suis psychologue et je me suis spécialisé dans des propositions un peu spécifiques euh, en direction de ces enfants et de ces adolescents qui ne veulent pas apprendre. Vous voyez, donc c'est un travail un petit peu spécial. Un psychothérapeute va procéder autrement. Il peut travailler aussi avec les mêmes enfants, mais il aura d'autres propositions à faire. Moi, j'ai choisi cette voie. J'ai beaucoup travaillé avec des psychothérapeutes au cours de ma carrière. Et la psychopédagogie convient beaucoup mieux aux enfants et aux adolescents qui n'aiment pas s'intéresser à leur dimension intérieure, qui n'aiment pas s'intéresser à leur passé, qui n'aiment pas qu'on fasse des liens entre les difficultés qu'ils rencontrent et leurs problèmes familiaux. Vous voyez? Donc là, il y a une autre proposition. Moi, je vous expliquerai tout à l'heure dans la suite de la conversation que je travaille surtout avec des récits que moi-même je leur amène. Vous voyez, ce sont des récits que je leur lis à haute voix et qui sont des points d'appui pour pouvoir discuter, pour pouvoir voir avec eux ce qui fait problème dans ces difficultés d'apprentissage qu'ils rencontrent. Donc, je suis psychopédagogue et psychologue. D'accord. Et quand vous avez Donc, pardon. oui, pour répondre à votre question, ben, en effet, j'ai fait les deux pendant un certain temps. Ouais, j'étais enseignant, c'est-à-dire instituteur. À ce moment-là, je terminais ma journée de travail d'instituteur. Et puis ici, à l'endroit où vous me voyez, dans ce cabinet, de 5 heures à 8 heures du soir, je voyais des patients et leurs familles. Mmh. D'accord. Et à un moment, vous avez arrêté votre, travail en tant qu'instituteur pour, vous consacrer uniquement à la psychopédagogie? Oui, bah, c'est-à-dire que je travaillais dans un centre psychopédagogique qui s'appelle le Centre Claude Bernard à Paris. Et dans ce centre, vous connaissez peut-être de nom. Est-ce qu'on appelle ça un CMPP? Oui, il y a à la fois un CMPP, on dit le Centre Claude Bernard parce qu'il y a à la fois un CMPP et un bureau d'aide pour les étudiants, c'est un BAPU. Oui, il y a les deux. Et là, j'ai travaillé comme psychopédagogue dans ce centre et j'en suis devenu le directeur pendant 22 ans. Mmh. Donc, là, j'avais arrêté mon travail d'enseignant quand je suis devenu directeur du CMPP. Et puis ensuite, j'ai toujours allié les deux activités, c'est-à-dire ce travail de psychologue, psychopédagogue en libéral et mon travail de directeur au Centre Claude Bernard. D'accord. Au début, vous avez dit que les enfants dont vous vous occupiez étaient normalement intelligents. Est-ce que cela signifie qu'ils ont passé, par exemple, des tests de QI pour vérifier que le souci n'était pas justement au niveau cognitif? Est-ce Mais que... bien sûr, vous voyez, surtout dans les centres d'aide, souvent on vérifie qu'il n'y a pas de défaillance cognitive, de difficultés particulières. Quoique la défaillance cognitive, vous voyez, c'est très difficile à démêler quand on a affaire à des enfants qui sont en échec scolaire, qui ont eu des difficultés avec l'apprentissage de la lecture. C'est très difficile de démêler, de vraiment savoir la part d'opposition, de refus qui vient d'eux. Et puis, chez ces enfants, quelques années après, à l'évidence, on va retrouver des troubles de la mémoire, des troubles de l'instrument pour apprendre. Vous voyez, celui qui s'est opposé aux apprentissages entre 6 ans et 9 ans, il se passe des choses sur le plan de l'instrument qui sert à apprendre, qui à son tour est endommagé. Et c'est pour ça qu'il y a des discussions si importantes et des contradictions entre les psychologues et les tenants des difficultés cognitives, les tenants des difficultés psychologiques, des difficultés médicales, parce que ces enfants nous embrouillent particulièrement, puisque vous voyez, celui qui ne se sert pas
de son fonctionnement intellectuel pour des raisons qui sont d'ordre psychologique, ça va avoir des incidences sur l'instrument qui sert à apprendre. Mmh. Ça me fait penser à la métaphore de la forêt que les neuroscientifiques utilisent. Si on veut consolider un apprentissage, on va passer plusieurs fois par le même chemin dans la forêt et ce sentier va être dégagé. Alors que si on n'emprunte pas ce sentier régulièrement, la végétation va repousser et on va oublier. Hein, vous voyez, c'est le parallèle avec ce qui se passe dans le fonctionnement du cerveau. Et donc ces enfants qui pendant 3 ans, de 6 à 9 ans, n'ont pas consolidé les apprentissages ou ne sont pas passés régulièrement sur ce sentier dans la forêt, au final, la végétation a repoussé et ils se retrouvent en échec scolaire, même si à la base, ils étaient normalement intelligents. C'est ça que vous voulez dire? D'accord. Oui, oui. Et puis, ça brouille l'observation des spécialistes. Et puis, chacun prend ce qu'il veut en fonction de son école et de ce qu'il pense. Vous voyez, là, Mm. par exemple, depuis quelques années, certains se sont focalisés sur des enfants qui ont des troubles de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Hein, parce que moi qui ai travaillé surtout comme professeur avec des enfants qui ont du mal à apprendre à l'école, 8 sur 10 d'entre eux, avec les difficultés d'apprentissage, sont des enfants qui bougent, qui s'agitent, qui sont instables. Vous voyez, ça c'est un grand classique hein, que repèrent tous les professeurs. Et je dirais que sur 8 sur 10, mais heureusement pour les professeurs, il y en a aussi 2 sur 10 qui s'endorment pour les mêmes raisons. Hein, donc, vous voyez, les troubles de l'attention que certains mettent en avant comme étant la cause principale des échecs scolaires. Certains vont nous dire qu'il y a 10% d'enfants qui ont des troubles de l'attention. Pour moi, les troubles de l'attention sont secondaires. Hein, c'est secondaire, c'est une façon de se défendre devant l'empêchement de penser, devant la difficulté à s'appuyer sur son monde interne pour convoquer ses représentations pour apprendre. Vous voyez, Mm. moi, j'ai encore une autre hypothèse là-dessus. Oui. Et est-ce que le dysfonctionnement du système scolaire pourrait être une cause aussi de l'enfant qui a du mal à focaliser son Oui, attention? oui. Ce qu'il y a, vous voyez, ce qu'il y a, c'est que pour faire de l'échec scolaire et pour aller jusqu'au décrochage scolaire, hein, le Mm. décrochage scolaire étant la particularité de ceux qui parfois continuent à aller à l'école, mais ne s'engagent pas dans le fonctionnement intellectuel. Vous voyez, ça finit par faire du décrochage scolaire et des échecs, bien entendu. Alors pour moi, pour faire de l'échec scolaire, il faut être deux. Un seul, ce n'est pas suffisant. J'exagère un peu, mais il faut être deux. D'abord, la famille. Mhm. Ça, c'est évident pour moi. C'est évident que ça commence par la famille, qui, à la suite d'insuffisances éducatives, hein, je vais vous préciser après quelles sont ces insuffisances éducatives, amène à l'école des enfants qui vont avoir deux handicaps en arrivant à l'école. Premier handicap, ils n'ont pas, je dis quelquefois, les compétences psychiques pour supporter les contraintes de l'apprentissage. Si vous voulez, ils n'ont pas la colonne vertébrale qui permet de reconnaître ses insuffisances, de savoir attendre, de respecter des règles. Bon, voilà déjà le premier handicap de ces enfants. Et puis, il y a un deuxième handicap. Je vous ai dit qu'il y en avait deux. Le second, on a affaire à des enfants qui n'ont pas un monde intérieur, c'est-à-dire un monde interne assez riche pour produire des représentations qui vont leur permettre de fonctionner intellectuellement. C'est-à-dire quand leur professeur leur demande d'imager le lien entre le verbe et son sujet quand ils apprennent une règle de grammaire, ou de se représenter ce que c'est que la division, la soustraction, la multiplication, ou de donner sens à un petit texte qu'ils sont en train de lire, de se situer dans le passé, dans le futur. Vous voyez, il faut bien que les enfants s'appuient sur leur représentation. Et certains enfants, ceux qui sont en difficulté, arrivent à l'école, mais dès 6 ans, ils arrivent à l'école avec un monde interne qui est plutôt pauvre, parfois chaotique, parfois même inquiétant, parce qu'il y en a certains qui ne vont pas très bien. Donc, avec tout ça, eux-mêmes, quand le professeur veut leur expliquer une règle de mathématiques ou de grammaire et leur demande de s'appuyer sur leur représentation,
ben, on va voir des enfants qui ne peuvent pas le faire. Hein. Mm. Et alors, quelles sont les causes? Je vous ai dit que c'est à la suite d'insuffisances éducatives. Il y a deux insuffisances éducatives qui sont essentielles pour moi, pour bien fonctionner et pour bien apprendre à l'école. La première, le point d'appui éducatif qu'il faut donner aux enfants, c'est les initier normalement à la frustration. Vous voyez, là, dans l'initiation normale à la frustration, c'est là que se construisent les compétences psychiques pour apprendre. Et les enfants qui n'ont pas eu droit à cette initiation normale, hein, parce que même dans les familles qui sont très favorisées sur le plan culturel, on voit des parents qui ne savent pas coucher les enfants, qui ne savent pas les sortir de la télévision, qui ne savent pas arrêter les portables quand on a affaire à des adolescents. Vous voyez, tout ça, c'est ça que j'appelle l'initiation à la frustration. Et puis le deuxième point d'appui éducatif extrêmement important, et ça c'est extrêmement important, et on le voit bien quand on travaille avec les familles, ce sont ces interactions langagières précoces. Vous voyez, ce qui se construit, les compétences psychiques se construisent dès les premiers mois, les premières années de la vie, dans les interactions langagières. Et on voit bien que ceux qui sont en échec, là, dont je vous parle depuis le début, souvent ils ont eu à souffrir des deux. Un manque, une insuffisance d'initiation à la frustration et une insuffisance des interactions langagières. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est sûr pour moi, là, il y a quelque chose d'évident. Vous voyez, j'ai rencontré des centaines, je peux dire des centaines d'enfants, plusieurs centaines d'enfants, et dans cette même situation, et j'ai toujours l'impression de retrouver ces deux insuffisances. Vous voyez? Alors, il y a évidemment, il y a des bémols à mettre parce que dans les familles favorisées sur le plan culturel, on ne manque pas d'interaction langagière, vous voyez, mais quand même, hein, dans les familles favorisées sur le plan culturel, on peut trouver ce manque d'initiation à la frustration. Bon, ça, c'est le premier point. Je vous ai dit qu'il faut être deux. Je réponds à votre question, c'est un peu long, mais je réponds à votre question. Le deuxième point, c'est l'école. L'école qui ne sait pas s'adapter et qui ne va pas faire d'efforts pour s'adapter à ces enfants qui sont dans des situations un petit peu particulières, puisque ceux qui n'ont pas les compétences psychiques pour affronter les apprentissages, bien souvent, ils se défendent en inventant des fonctionnements en empêchement de penser. Vous voyez, et l'école, elle ne va rien faire contre ça. L'école va faire quelque chose qu'on va voir, c'est de répéter toujours les mêmes situations où elle propose à ses enfants de l'entraînement supplémentaire pour rattraper les lacunes de base ou de la répétition d'exercices. Et ça, je vous garantis que ça dure toute la scolarité. Je travaille avec des professeurs qui sont quelquefois des professeurs dans des lycées professionnels qui travaillent avec ces jeunes gens quand ils ont parfois 18 ans et qui continuent de la même façon à essayer de leur faire comprendre des choses qu'on n'a pas réussi à leur faire comprendre quand ils avaient 7 ou 8 ans. Et ça ne marche pas. Le seul effet que ça a, c'est d'encourager ces enfants à améliorer leur stratégie anti-apprentissage. Ouais. Vous voyez ? Donc ça, et donc il faut être deux pour faire de l'échec scolaire. Et moi, je crois qu'il y a autre chose à proposer à ces enfants. Et quand vous dites deux, c'est la famille et l'école. Et l'école. Voilà, c'est ces deux-là. Voilà. Et en vous écoutant, j'ai repensé à une phrase que Bernard Collot avait dite. Bernard Collot, c'était un enseignant en classe unique il a fait toute sa carrière en classe unique, je crois, à la campagne. Et il disait, pour lui, il n'y a pas d'enfant en difficulté scolaire, mais c'est le système scolaire, l'environnement, qui est en difficulté avec un enfant. Oui. Je pense qu'il y a une forme d'exagération dans le point de départ, parce qu'il y a des enfants qui arrivent à l'école avec quand même des difficultés d'ordre personnel plutôt, et qui vont gêner la transmission des savoirs par l'école, qui ne sait pas finalement. Évidemment, il y a des enseignants qui vont trouver des issues, mais ils sont rares, et globalement, le système
va se confronter avec ceux qui sont dans ces insuffisances de départ et ne va pas réussir à les aider. C'est pour ça que depuis que l'école existe, ce n'est pas nouveau, depuis que l'école existe, il y a entre 15 et 20% de jeunes gens qui sortent chaque année sans maîtriser les savoirs fondamentaux, c'est-à-dire sans bien lire, sans bien écrire, sans avoir le sens de l'opération. Vous voyez? Et donc, si ça fait des années que ça, voilà, tous les ans, ça se reproduit, comment se fait-il qu'on n'a toujours pas trouvé de solution pour baisser ce pourcentage? Vous avez raison. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai, on pourrait commencer à faire d'autres propositions pédagogiques. Vous voyez? Et si on ne fait pas d'autres propositions pédagogiques, on s'en sortira jamais. Il y a quelques propositions pédagogiques à la marge. Il existe des écoles Freinet, il existe des écoles Montessori, il existe des écoles qui cherchent à établir un autre lien pour entrer dans les apprentissages. Ça, c'est sûr, mais elles sont très rares. Elles sont rares. Et puis ensuite, les enseignants qui se retrouvent face à ces élèves qui finalement n'intègrent pas les propositions comme les autres, et les enseignants ont toujours l'impression, et ça c'est terrible, parce que moi je l'ai eu aussi pendant longtemps, que leur devoir, c'est de reprendre ces lacunes qu'ils perçoivent. Évidemment, on va voir ceux qui ont du mal à entrer dans la lecture, qui n'arrivent pas à intégrer les règles de grammaire. Les enseignants ont envie toujours de recommencer avec ces mêmes points d'appui pour essayer de… Alors qu'il y a d'autres voies à privilégier, et notamment relancer le fonctionnement de la pensée de ceux qui sont dans ces situations. Ça prend du temps, mais si on ne passe pas par là, on n'y arrivera jamais avec certains. C'est impossible. Et qu'est-ce que vous entendez par relancer le fonctionnement de la pensée? C'est-à-dire que ces enfants que je vous décris, dès que celui qui n'a pas les compétences psychiques pour affronter les apprentissages, qui a un monde interne un peu inquiétant, il va se défendre en trouvant des moyens de ne pas apprendre. Parce que le temps de l'apprentissage, surtout le temps réflexif, c'est-à-dire de retour à soi qui va avec l'apprentissage, quand on s'appuie sur des représentations qui sont inquiétantes ou chaotiques, c'est un moment qui fait peur, qui crée du malaise. C'est pour ça que moi, au départ, j'ai eu l'impression de rencontrer des enfants qui avaient peur d'apprendre. Vous voyez, c'est-à-dire que le temps réflexif vient les déstabiliser. Et ces enfants vont se défendre de ça. Ils vont se défendre comment? Avec des troubles du comportement. Ils vont se défendre avec l'opposition, qu'ils savent si bien faire, avec des idées d'autodévalorisation ou des idées de persécution. Ils vont se défendre en mettant en place des stratégies d'apprentissage qui se passent du temps réflexif. Et ça, là, on voit du coup des enfants intelligents qui parfois savent beaucoup de choses, mais qui veulent apprendre en se passant du temps réflexif. Vous voyez, parce que ce temps réflexif les déstabilise. Alors du coup, ça fait des situations d'apprentissage qui sont avec eux extrêmement compliquées. Et là, si on ne les sort pas de cette impasse, parce que pour moi, vous voyez, tant qu'on ne vient pas enrichir cette dimension intérieure, leur donner des représentations sur lesquelles ils vont peut-être pouvoir s'appuyer pour apprendre, on n'arrive à rien avec eux. Là, vous voyez, et là, vous me parliez tout à l'heure d'un coup de cœur ou d'un coup de gueule, mais moi, mon coup de gueule, c'est que c'est terrible, parce qu'à l'école, on ne veut pas se rendre compte de ça. Vous voyez, on ne veut pas se rendre compte que là, il y a une sorte d'impasse dans laquelle on les enferme en faisant des soutiens. Alors, les soutiens, ils changent de nom tous les 3 ans. On appelle ça des projets personnalisés, on appelle ça… Oui, ça c'est… Donc, les professeurs de collège, tout le monde s'y met à faire des petits groupes de soutien, en gros. Ce sont des petits groupes de soutien où on va travailler la grammaire, où on va travailler l'orthographe, on va travailler l'anglais, vous voyez, un peu de maths. Mais vous voyez, ça pour moi, là, c'est enfermer ceux qui sont dans ces difficultés dont je parle.
Mm. Vous voyez, un groupe de soutien, ça peut être bien pour un enfant qui n'a pas suivi pendant un moment en classe ou qui a été absent, qui a des problèmes personnels pendant quelques mois. Ouais. Là, rattraper du retard, ça peut être bien. Mais avec celui qui fonctionne en empêchement de penser pour se défendre de la déstabilisation, le soutien ne sert à rien. Vous voyez, quand on Mm. reprend les apprentissages de base. Oui, là, vous parlez d'enfants qui sont normalement intelligents, qui ont les capacités pour y arriver, mais qui sont empêchés, vous dites empêchés de penser, hein, c'est ça? Et parce Oui, que, oui. je dis empêcher de penser parce que finalement, l'exercice de penser vient créer chez eux un moment de déstabilisation et d'inquiétude. Mm. Donc, ils vont inventer des stratégies pour ne plus passer par là. Oui, et ça, c'est vraiment, il y a des formes, des stratégies d'apprentissage très particulières qu'on les voit mettre en place qui se passent du temps réflexif. Mm. Certains même deviennent, et on en voit beaucoup maintenant qui font ça, des champions de l'association immédiate. Ils vont très vite, ils associent très vite. Et ils lisent un texte, ils ont lu les premiers mots, ils inventent la suite. Ils piochent dans un texte pour le lire, on les voit, et puis surtout quand ils apprennent à lire, ces enfants, on voit bien que à la sonorité d'un mot, à l'image que ça renvoie en eux, ils ne veulent pas se poser pour réfléchir. Ils avancent et bon, malgré tout ça, ça fait de l'échec scolaire. Mm. Et donc, on a bien compris votre point de vue. C'est pas le fait de leur reproposer la même chose en dehors du temps scolaire qui va les aider, mais du coup, comment vous les accompagnez, ces enfants? Ben, moi, je crois que, vous voyez, il y a deux choses à faire. Tout à l'heure, je vous disais que pour moi, ce qui est important, c'est de remettre en route un fonctionnement intellectuel. Et des fois, je dis relancer la machine à penser. Vous voyez. Et pour Mm. moi, il y a deux voies qui sont essentielles. La première, c'est d'enrichir le monde intérieur, c'est-à-dire de leur apporter d'autres représentations qui vont venir enrichir et sécuriser les leurs. Et là, il y a quelque chose de relativement facile à faire pour un enseignant, puisque moi j'utilise beaucoup les textes fondateurs de notre littérature ou de notre culture pour faire ce travail. C'est-à-dire que les enfants qui sont dans cette difficulté d'apprentissage peuvent aussi très bien s'intéresser à des textes qui nous parlent des inquiétudes humaines, qui nous parlent des grandes questions humaines, de la mise en place du monde, des origines, de la mort. Et ça, ce sont des textes qu'on trouve et qui font partie d'ailleurs des programmes de l'école. Parce que moi, je me sers beaucoup des contes, des récits mythologiques, quelquefois des textes fondateurs des religions. Là aussi, il y a des choses très intéressantes, des fables. Euh, les romans initiatiques peuvent aussi être utilisés de la même façon, mais vous voyez, le premier moment important, c'est d'apporter du nourrissage, moi je dis quelquefois du nourrissage culturel, et je crois beaucoup sur la lecture à haute voix pour le faire. La lecture à haute voix, la régularité, moi je suis pour que ce soit fait tous les jours. Vous voyez, c'est pas une fois tous les 15 jours, c'est tous les jours. Je travaille avec des collèges, des écoles élémentaires aussi. C'est plus facile à l'école élémentaire, mais avec des collèges qui reçoivent leurs élèves et qui, tous les matins, commencent la journée en leur lisant pendant 10 minutes un grand texte tiré, ça peut être de la mythologie, d'un roman initiatique. L'important, c'est de croire à ce nourrissage culturel, surtout quand il est répété tous les jours. Vous Mm. voyez, l'apport de la culture à l'école, c'est pas aller 3 fois dans l'année dans un musée, ni aller à l'opéra. Ça, c'est bien quand même. Hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais malgré tout, si on veut changer un fonctionnement intellectuel et un fonctionnement psychique, il faut croire à ce qui se fait dans la régularité, qui est ritualisé et qui se fait tous les jours. Vous voyez, Mm. là, le changement dont je parle, parce que je commence à avoir un peu de recul sur ces expérimentations, c'est environ 1 an de travail à condition de le faire tous les jours. Vous voyez. Mais Mm. c'est rien 1 an de travail. Quand on pense qu'une scolarité, ça peut durer quelquefois 14 ans ou 15 ans et que certains vont sortir sans maîtriser les savoirs fondamentaux, je vous assure qu'on l'a largement cette année scolaire. Mm. Et donc ça, c'est le premier point.
auquel j'accorde de l'importance, du nourrissage culturel. Et le deuxième point, c'est un entraînement à la réflexion. Et dans cet entraînement à la réflexion, parce que dans ces grands textes qu'on lit à haute voix, il y a toujours évidemment des grandes questions, des questions existentielles. Pour savoir, évidemment, des choses sur les origines, l'organisation de la société. Là, oui, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu cet exemple dans une classe. Le professeur leur lisait La Belle au bois dormant. Il démarrait ce travail depuis quelques semaines avec ce groupe. Il lisait La Belle au bois dormant. Et la question posée, et qui est arrivée directement des élèves à la fin de la lecture, ça a été est-ce qu'il vaut mieux dormir 100 ans ou mourir tout de suite? Oui. Oui. Et les élèves se sont lancés, parce qu'ils commençaient à être habitués, par groupe de 4, à commencer à réfléchir à ça, à trouver des arguments pour, des arguments contre. Et là, on a un véritable entraînement à l'activité réflexive. Oui, c'est très important que chacun puisse être à la recherche de son propre point de vue sur des grandes idées comme celle-là, et en même temps être capable de le confronter à celui des autres. Et ça, pour stimuler le temps réflexif, il n'y a rien de mieux que ça. Oui, d'ailleurs, c'est ça que vous voulez dire quand vous dites relancer la machine à penser. Ça veut dire ne pas juste appliquer des exercices de conjugaison ou de grammaire, appliquer, c'est des exercices un peu comme des automates, le sujet au pluriel, donc le verbe va s'accorder, nanana. Pas juste travailler sur ces automatismes-là, mais leur permettre de formuler leurs pensées, de confronter leurs pensées avec les autres. C'est ça? Oui, oui, oui. Vous voyez, dans cette relance de la pensée, il y a 2 points importants. C'est ce travail de nourrissage. Parce qu'il faut apporter, avec des mots, avec du récit, une histoire, la possibilité à ces enfants de se figurer ce qui les inquiète, de se figurer ce qui les met mal. Vous voyez, et je crois que là, il y a quelque chose qui est très important dans ces grands récits qui nous parlent des peurs, des inquiétudes humaines, des grandes questions que les gens se sont toujours posées. On va trouver ça dans ces récits. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bien entendu, une fois qu'on a fait ce travail de nourrissage, c'est l'entraînement à réfléchir, c'est-à-dire à retourner à ses propres positions sur ces grandes questions, à essayer de les trouver. Parce que déjà, quand on commence le travail avec ses enfants, et quand on leur dit, écoute, quelle est ta propre idée là-dessus, tu as 1 minute pour réfléchir. Mais celui qui n'aime pas réfléchir, déjà, chercher pendant 1 minute son point de vue sur une grande question, ça va lui demander un effort. Mais voilà pour moi ces 2 points, et je vous assure que si on arrive à le faire et à le mettre en place tous les jours, surtout que vous voyez, ce nourrissage culturel, ces récits peuvent tout à fait être exploités sur le plan pédagogique par les enseignants ensuite. Vous voyez, un récit, ce travail dont je vous parle, c'est de lecture à haute voix. Cet entraînement à confronter son point de vue à celui des autres pour entrer dans un moment réflexif, ça prend 1 heure dans la journée. Vous voyez, et au cours de cette heure, il y a un patrimoine commun qui est donné à un groupe, surtout si les élèves sont dans des classes un peu hétérogènes. Avec ce patrimoine commun, le professeur, il peut faire aussi des mathématiques, de l'anglais, il peut prolonger, vous voyez. D'accord. Donc pour vous, en fait, on ne peut pas on ne peut pas réduire l'échec scolaire sans aider ses enfants à relancer la machine à penser et à leur permettre d'enrichir leur monde intérieur, c'est ça? Oui. Là, pour moi, il y a quelque chose d'essentiel. Si on ne fait pas ce travail avec certains, on va buter sur finalement ce qui fait leur défense personnelle, qui est d'éviter ce moment. Là, on est complètement coincé avec certains d'entre eux. Au début de notre échange, vous avez dit on est 2, l'école et la famille. Et là, j'ai en tête une petite que j'accompagne de 9 ans
qui a jamais eu de difficultés scolaires, hein, voilà, sa scolarité s'est bien passée jusqu'à présent. Le passage à l'abstraction lui demandait des fois peut-être un peu plus de temps que les autres. Voilà, elle avait besoin de consolider peut-être un peu plus quand c'était abstrait en maths. Et c'est une petite fille voilà, qui n'apprécie plus le fait d'aller à l'école, qui est très sensible et qui, quand la maîtresse soupire ou lève les yeux au ciel quand elle fait des erreurs. Et alors que, voilà, j'ai beau lui dire, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, la maîtresse n'a pas la même vision des choses, je pense. Enfin, sa maîtresse ne voit pas les choses de la même façon, puisqu'elle soupire, lève les yeux au ciel et lui fait des réflexions, apparemment. Donc, forcément, elle commence à se dévaloriser. Vous en avez parlé tout à l'heure, la dévalorisation, c'est pour ça que j'ai pensé à cette petite. Et elle est capable, du coup, sa maman me racontait, elle est capable de dire une grosse erreur comme quand la maîtresse lui demande une réponse très vite, un verbe du deuxième groupe, tout de suite, elle va dire nous courissons. Alors que quand elle parle, elle sait très bien qu'on dit nous courons. Elle ne va jamais faire l'erreur de dire nous courissons. Mais là, il fallait qu'elle invente un verbe du deuxième groupe, donc elle a sorti cette erreur. Comment Alors, elle n'est pas en échec scolaire pour l'instant, hein, cette petite, mais est-ce que vous pensez que l'école, du coup, peut créer un échec scolaire à force de la dévaloriser? Ah, oui, c'est quelque chose qui peut arriver. Là, vous voyez, dans cet exemple que vous me donnez, à mon avis, on est dans une situation un peu différente. Là, quand l'autodévalorisation arrive parce que cette petite, sans doute, manque de confiance en elle à certains moments. Vous voyez? Donc là, c'est une autodévalorisation qu'on a intérêt à arrêter le plus vite possible. Vous voyez, c'est elle-même qui le met en place, il y a un manque de confiance. Là, c'est plus un soutien et une aide psychologique, vous voyez, pour la regonfler un petit peu, la remotiver, qu'elle reprenne confiance en elle. Alors que les enfants dont je parle utilisent l'autodévalorisation bien souvent pour échapper aux exercices qui leur sont proposés. Vous voyez, quand il y a quelque chose, un exercice, par exemple, de grammaire à faire, et qui, finalement, un moyen d'échapper, et c'est souvent le premier moyen utilisé, c'est de dire c'est trop dur pour moi, j'y arrive pas, ou bien des idées de persécution aussi, on voit la même chose, des enfants qui vous disent c'est un exercice bidon, c'est pourri, j'en ai rien à foutre de tout ça, enfin bon, ils sont moins bien élevés peut-être que cette petite que vous connaissez. D'accord. J'aimerais du coup qu'on termine notre échange par une citation, un livre et un coup de cœur ou un coup de gueule. Est-ce que vous auriez une citation à nous proposer? Je peux vous le redire à un autre moment Oui, vous pouvez me l'envoyer, c'est je, ma faute, j'ai oublié de vous prévenir. je vais essayer de trouver un livre que je peux vous présenter, même j'en ai plein sur la pédagogie, donc il y a sûrement des livres. Je vais essayer de penser à ce qui peut être le plus intéressant pour ceux qui vous écoutent et nous écoutent. Et puis, en troisième, vous m'avez dit, Alors, citation, livre. Et le coup de gueule, vous l'avez déjà un petit peu dit, donc soit on repart sur ce coup de gueule-là, ou à moins que vous ayez un coup de cœur à partager. J'y pense, et puis comment on peut faire? Sinon, vous m'envoyez par écrit, puis moi je rajouterai dans les notes de l'épisode. J'essaye de vous faire ça pour la soirée. C'est gentil. Mais voilà, je préviens les auditeurs, c'est ma faute, j'ai oublié de vous prévenir. Donc je vais remplacer mes 3 questions habituelles par une autre un peu plus, voilà, où il y a moins besoin de préparation. Le titre du podcast, c'est pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le plein épanouissement affectif et cognitif? Le plein épanouissement, déjà, c'est d'être heureux avec l'apprentissage. Oui, parce qu'on rencontre des enfants qui ont un réel plaisir avec l'apprentissage, y compris l'apprentissage des bases, quelquefois, oui, apprendre les règles de grammaire, apprendre les conjugaisons. On voit des enfants qui ont du plaisir avec ça. Maintenant, bon, ils sont plus, c'est pas la majorité. Hein. La majorité des enfants rencontre quand même ce plaisir d'apprendre avec des ouvertures un petit peu plus larges. Et c'est là qu'aussi la participation des enseignants est importante. Vous voyez, de se dire que une des premières missions de l'enseignant, c'est quand même d'intéresser les élèves. Vous voyez, le plaisir, on va le trouver parce que des élèves sont intéressés à la proposition qui est faite. Vous voyez, et là,
Moi, quand je vous dis que à partir d'un récit qui a retenu l'attention des enfants, qui a retenu son intérêt, parce que quand on lit à haute voix, je vous assure que quand on choisit bien les récits, c'est assez facile de retenir l'attention et l'intérêt, même des plus démunis sur le plan scolaire. Et ça, c'est quelque chose que découvrent très rapidement les professeurs qui travaillent dans des classes difficiles où ils ont quelquefois la moitié de leurs élèves qui posent un réel problème, et ils voient qu'avec ces lectures matinales qu'ils arrivent à faire, ils voient que leurs élèves commencent par être intéressés, avoir du plaisir à cette participation, au moins dans ce temps d'écoute, d'explication et de lecture, de temps de réflexion autour des grandes questions. Vous voyez ? Donc là, c'est important de dire que l'épanouissement affectif et cognitif, il est là dans l'intérêt et le plaisir qu'on va trouver. Et bon, il y a beaucoup de choses à apprendre qui, heureusement, font partie de l'intérêt. D'accord. Et ben, je vous remercie beaucoup pour notre échange. Et D'accord. je rajouterai le livre, la citation dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs puissent les lire. D'accord. Bon, écoutez, merci. Je vous signale juste simplement pour terminer, mais là, ce n'était pas le livre que je voulais montrer. Oui. C'est le dernier livre que j'ai pu écrire et qui est paru chez Duno l'année passée, qui s'appelle « Retrouver l'envie d'apprendre », où ces grandes idées que j'ai évoquées, là, on les retrouve, quoi, avec les questions que se posent les professeurs qui entrent dans la démarche. D'accord. Je mettrai le titre de votre livre dans les notes de l'épisode, comme ça les auditeurs pourront le retrouver facilement. D'accord. Merci de votre sollicitation et puis on se dit à une autre fois. Merci. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine!